qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, je m'appelle Jonas Mayala et je suis en Belgique. J'ai le réel plaisir de venir vous présenter encore cette émission sur un sujet d'actualité et voilà, je pense que tout le monde en parle dans le média, sur les infos, sur toutes les télévisions aujourd'hui, sur toutes les chaînes de télévision. Aujourd'hui, c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes. On a plein d'informations là-dessus et ça, c'est très chouette. Il y a beaucoup d'analystes qui essaient de donner leur avis, d'analyser la situation. Et moi, j'ai aussi ce réel plaisir de venir vous présenter selon ma réflexion, selon mon analyse. C'est justement sur le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais au courant, informés un petit peu qu'il y a des très grandes tensions dans cet espace du monde. Ça doit intéresser tout le monde. Avant, je pensais que c'était juste un petit malentendu de rien du tout qui allait passer au bout de 2 jours, mais après avoir regardé plein d'informations, après avoir lu des articles qui ont été publiés là-dessus, je me suis rendu compte que c'est un conflit qui peut entraîner potentiellement beaucoup de pays. C'est un conflit de grande envergure et qui devrait intéresser beaucoup de gens. C'est pas vraiment un petit conflit. Alors, je veux dire déjà quelque chose au début, que la présentation de cette émission ici, je ne veux pas vous dire les choses telles qu'elles sont, c'est la vérité absolue, c'est la parole d'évangile, on dit oui et amen. Mais je suis sûr que si vous allez sur certaines chaînes YouTube, vous pouvez avoir bien plus de détails et d'informations que ce que je vais vous donner, avec beaucoup d'analyses de géopoliticiens qui ont une très grande expérience, qui ont bien analysé, qui ont donné leur avis. Mais moi, je viens m'introduire par rapport à cet espace de la Géodie Sud. Nous sommes dans un monde libre où tout le monde peut donner un avis sur un sujet. Tout le monde peut analyser. Eh bien, aussi, vous pouvez avoir des analyses sur ce qui se passe dans le monde. Vous êtes totalement libre. Et c'est dans cette liberté que je viens aussi, dans le compte de la Géodie Sud, donner un avis avec un regard plutôt sudiste. N'oublions pas que nous, la Géodie Sud, nous prenons pour les intérêts des sudistes et de tout ce peuple qui se sont victimisés dans le monde. C'est ce peuple qui pense qu'ils n'ont pas de place ou qui sont retranchés, écrasés. C'est le but de notre chaîne YouTube, de notre projet, de notre plateforme, la Géodie Sud. Alors, pour vous présenter le conflit en Israël ou à ce qui se passe actuellement, j'ai trouvé que c'était intéressant de repartir d'abord dans l'histoire parce que ces conflits qui aujourd'hui, cette attaque ou ces atrocités qui se passent aujourd'hui en Israël s'inscrivent dans l'histoire longue de ces deux pays. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en tête et pas prendre le fait tels qu'ils sont présentés sur terrain, dire ouais, tel a attaqué, tel a fait, tel a riposté et tout. On peut passer littéralement à côté des éléments importants et c'est vraiment essentiel pour nous de commencer tout d'abord par l'histoire. Je ne suis pas historien, loin de là, je ne suis pas un expert en histoire. Vous pouvez trouver l'histoire d'Israël, la fondation d'Israël sur internet, dans des bouquins, dans des librairies. Là, on présente tous les détails avec des dates, mais vraiment, ce que je vais vous faire, c'est juste un survol de grandes lignes de l'histoire de la fondation de l'État d'Israël, ce qui s'est passé et pourquoi il y a ces conflits entre Israël et ce qu'on appellerait la bande de Gaza ou globalement la Palestine. Alors, je veux partir avec vous en tant que chrétien. Moi, je suis chrétien, je connais plus ou moins l'histoire d'Israël depuis l'époque, je sais pas moi, d'Abraham qui a reçu la promesse que Dieu lui donnerait une terre promise. Et puis, il s'est passé tellement des années après Jacob qui a donné naissance à 12 fils
qui seront les 12 tribus d'Israël, qui ont été assujettis, dominés, écrasés en Égypte pendant plus de 400 ans. Et après, ils sont partis pour aller conquérir le pays qui leur avait été promis. Et c'est ça qui a été appelé Israël. Et donc, dans l'histoire biblique, juste après le départ de Jésus-Christ, la Bible ne parle plus de l'histoire d'Israël, mais il faut comprendre que cette partie du monde a été à la merci de beaucoup d'envahisseurs, beaucoup de gens qui ont dominé sur cette partie du monde. Et donc, quelques années après l'histoire de Jésus, c'est que les peuples d'Israël, les Juifs, ont été dispersés dans le monde, ils ont été chassés de cet endroit-là, ils se sont majoritairement retrouvés en Europe, beaucoup sont aussi allés en Asie, certains sont restés là, mais vraiment répartis dans différents coins, et ça c'est important de le dire. Et donc je vais ici partir avec vous l'histoire qui nous intéresse, donc laissons de côté ce que je viens de dire ici parce que ça date vraiment des années de la préhistoire, peut-être même de l'époque de Jésus, mais là on est en 1900 que commence un petit peu l'histoire qui nous intéresse. Donc au XXe siècle, début XXe siècle, on est ici en face d'un endroit, peut-être même avant, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Palestine. C'est une terre qui est dans ce qu'on va appeler l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui était en domination des Turcs. C'est pour ça qu'il y a M. Erdogan, le président Erdogan, qui essaye de dire qu'il va reconstituer la domination, reconstituer l'Empire ottoman. Il parle de ça. C'est la Turquie qui exerçait une grande influence jusqu'à tout cet endroit-là, mais après qui passera sous la domination coloniale allemande. Et donc, à ce moment-là, c'est l'Allemagne qui exerçait sa domination sur l'Empire ottoman. Il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Palestine. Mais cette partie, cette zone spécialement, elle est à ce moment-là peuplée en majeure partie par des Arabes, le peuple arabe. Et voilà, donc on est au 20e siècle, donc vers les années 1914, avant donc les débuts, là on s'inscrit dans les débuts de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que l'Empire britannique et l'Empire français, qui à ce moment-là, c'était les deux plus grands empires vraiment qui avaient une grande influence, vont aller solliciter le peuple arabe, attiser ou bien le pousser à se révolter contre les autorités qui régnaient sur l'Empire ottoman pour prendre leur indépendance, pour récupérer leur indépendance. Et c'est vers les années 1916, donc c'est toujours dans la logique de la Première Guerre mondiale, alors que depuis là, il y a eu aussi à partir des années 1916 la révolution, la toute première révolution arabe du monde arabe, enfin on va dire la révolution arabe, pour réclamer leur indépendance, pour s'affranchir de l'Empire ottoman. Et donc, c'était en 1916-1918 que voilà, cette révolution a eu lieu. C'est la première plus grande révolution arabe. Et donc, ils vont réussir à pousser, à chasser, à sortir, on va dire, de l'Empire ottoman et à pousser, si vous pouvez regarder d'ailleurs sur la carte ici, l'Empire ottoman, comment il était bien reparti là. Donc, ils ont réussi à repousser cette domination. C'est pour passer maintenant sous la domination française et anglaise. Et donc, dans la répartition, l'Empire français et l'Empire anglais essayent de se repartir. Cette zone, le Moyen-Orient, et la zone qui va être appelée la Palestine, va aller entre les mains sous la domination britannique. Et la France va aller encore un peu plus loin. Et donc, c'est ça que les Anglais vont appeler, donner ce nom, parce que le nom, en tout cas à cette époque, il n'existait quasi plus, ils vont appeler cet endroit-là la Palestine. La Palestine. Et comme vous pouvez le constater, vous pouvez le voir sur la carte. Et donc, il y a la Palestine qui existe sous la domination coloniale britannique. Alors, des années passent. Après la Première Guerre mondiale, il y a maintenant cette vague ou ces phénomènes d'antisémitisme en Europe. Donc là, on va assister au massacre, au plus grand massacre du peuple juif. Donc le juif, c'est où ils ont commencé à fuir dans tous les sens.
ils ont commencé à fuir et les Juifs se retrouvent ici, on va le dire, sans territoire. En Europe, ils sont persécutés, chassés, tués. Et en Palestine, ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas s'imposer. Ce sont les Britanniques qui s'imposent là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et à cette période-là, c'est alors qu'il y a une création d'un groupe. Ça part généralement que sur deux groupes, un petit groupe des Juifs qui vont se former comme aujourd'hui on parlerait de la diaspora. Mais c'est un groupe de Juifs qu'on va appeler, qui vont fonder le mouvement sioniste. Donc ce mouvement, c'est pour réclamer l'indépendance ou réclamer l'autonomie ou un territoire pour les Juifs. Donc ils en avaient assez d'être massacrés, d'être tués, c'était très sérieux. Et donc, ils vont commencer à lever leur voix pour demander qu'il y ait un endroit sur terre qui leur soit accordé. Et ça n'a pas été mince affaire, donc ça a pris encore des années de négociations, mais vraiment des années de négociations. Et ce mouvement a commencé à encourager les Juifs qui sont dans la région, dans la Palestine, la grande Palestine, à faire quoi? À acheter des terres, des terres de propriété, des terres. Ils sont minoritaires, mais quand même, ils commencent à acheter des terres dans cette zone de la Palestine. Alors, avant 1947, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, on va assister ici à ce mouvement les sionistes qui vont dans un congrès international proposer que la Palestine soit l'endroit qui puisse accueillir le juif, que le juif ait leur endroit là-bas, ça veut dire leur État en Palestine. Ce qui a fort déplu au monde arabe, parce que le monde arabe voulait prendre, le monde arabe n'est pas, les Arabes en Palestine ne sont pas indépendants, mais ils voulaient que la Palestine reste une terre arabe. Mais là, les sionistes commencent à réclamer, ce qui est un petit peu logique, c'est de là d'où ils sont partis, c'est un petit peu ce qu'ils appellent eux la terre de leurs ancêtres. Donc ils ont choisi, ils ont désigné que ce soit la Palestine qui leur soit accordée comme pays d'Israël. Mais je veux ici peut-être sauter un détail assez important, c'est qu'il y a eu aussi quelques pays d'Afrique qui ont été sélectionnés, qui ont été proposés pour accueillir les Juifs, notamment l'Ouganda, qui a été cité lors d'un congrès pour accueillir le Juif. Alors finalement, c'est la Palestine qui va être désignée pour accueillir le Juif. Ce n'est pas encore un État indépendant, mais vraiment, on va se dire que voilà, donc les Juifs peuvent aller là-bas. Et les Juifs, dans ce mouvement de se ruer en masse pour aller rejoindre la Palestine, parce qu'apparemment, il y a une place qui leur est réservée, il se passe encore des choses au point où l'Angleterre ou l'Empire britannique n'arrive plus à gérer ce mouvement. Le mouvement, l'antisémitisme en Europe, où les Juifs sont tués en masse, et ceux qui essaient de s'échapper, qui doivent partir de l'Allemagne, où ils étaient plus nombreux, vers la Palestine. Et d'ailleurs, il y avait même un accord qui était signé entre le pouvoir Hitler qui avait, avant la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait autorisé qu'il y ait un groupe important des Juifs qui partiraient de l'Allemagne vers la Palestine. Et donc, un bateau a été même intercepté par le pouvoir britannique. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de complications, beaucoup de problèmes. C'était devenu complètement ingérable pour l'Empire britannique qui commençait à s'effondrer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était complètement c'était intenable pour l'Empire britannique de gérer cette situation et soucieux de ne pas se faire taxer d'un comportement antisémitiste. Donc voilà, l'Angleterre ou l'Empire britannique a remis la Palestine entre les mains des Nations Unies. Et là, on est en 1947. Et la même année, les Nations Unies adoptent la résolution qu'on va appeler la résolution 181 qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Ce qui déplaît fort malheureusement aux Arabes qui voulaient que la Palestine reste entièrement une terre arabe. Il
faut noter aussi que les Juifs qui habitaient cette zone qu'on appelle la Palestine, cette grande zone de la Palestine, étaient habités en harmonie, on va dire, avec les Arabes. Les Arabes toléraient leur présence, même si les Arabes étaient totalement majoritaires, mais ils arrivaient à tolérer la présence des Juifs minoritaires qui étaient sur leur sol, avec leur religion, et ça ne posait pas beaucoup de problèmes aux Arabes qui pourtant ils sont majoritairement musulmans. Mais le problème des Nations Unies, c'est ce qui va rendre les Arabes fous furieux contre le Juif. Avant, ils habitaient en harmonie, mais quand les Nations Unies décident finalement de diviser le même pays en deux États, un État qui va être appelé le monde arabe, l'autre État, c'est un État juif. Les Palestiniens ne sont pas d'accord ou les Arabes ne sont pas d'accord. Mais c'est un petit peu compliqué parce que on va dire que les Nations Unies à cette époque-là, en 1947, c'est un petit peu les États-Unis, la Russie, qui sont beaucoup plus puissants et qui essaient un peu de faire ce qu'ils veulent. Et les Juifs sont, de leur part, ils sont contents. Finalement, ils vont avoir un État à eux. Et là, boum, c'est la guerre qui éclate. Les Arabes commencent à ces moments-là à faire la guerre aux Juifs. Avant l'indépendance de l'un de l'autre, parce que jusque-là, les Nations Unies mettent à la tête de la Palestine, la grande Palestine, des pays qui étaient à cette époque-là un peu plus civilisés pour gérer. Donc, ni Israël n'est indépendant, ni la Palestine, ni les Arabes, tous ils sont sous la domination des pays qui étaient un petit peu civilisés. Alors là, la guerre qui éclate entre le peuple arabe et le peuple juif. Mais ici, on va dire que l'idée serait venue des Nations Unies, et là, à cette époque, les Nations Unies, c'est les États-Unis, la Russie, l'Union soviétique, on va dire là, aujourd'hui on parle de la Russie, mais à cette époque c'était l'Union soviétique, c'était un peu eux le pôle, le grande puissance et tout, ils se sont imposés, et là c'est l'Union soviétique de Staline qui va intervenir dans cette guerre pour aider les Juifs à se défendre. Donc les Juifs, ils étaient minoritaires, mais aidés par l'Union soviétique de Staline, ça a changé la donne. Et c'est donc pour ça que vous allez voir que même aujourd'hui dans le rapport Israël-Russie ou Israël-États-Unis, il y a un petit peu des confusions. Israël deal bien avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis. Pourquoi cette controverse? Mais c'est que Israël est redevable à la Russie. C'est la Russie qui est venue en premier à la rescousse, la Russie ou l'Union soviétique de Staline qui est venue à la rescousse à Israël, au peuple juif. Le peuple juif va avoir la victoire sur les Arabes qui ne sont pas suffisamment équipés pour faire la guerre. Et ici, l'Union soviétique, c'est une grande puissance qui équipe suffisamment les Juifs, et les Juifs repoussent les Arabes. Ça ne va pas s'arrêter là-bas, ça ne va pas s'arrêter par là. Et des années où, juste l'année suivante, là on est en 1948, Israël est déclaré comme un État indépendant. Un État indépendant. Les Nations Unies essaient un peu de jouer les équilibristes pour dire la disparition, enfin, pas le partage dans un même pays. C'est compliqué, si vous pouvez le voir sur la carte. Un même pays qui va être scindé en deux. Pas en deux de manière équitable, et genre on coupe le pays en deux, mais non, il y a des territoires au sein d'un même pays, qui est la grande Palestine, des territoires qui sont sous l'influence de la Palestine et des territoires qui sont sous l'influence d'Israël. Israël et la Palestine forment un même pays, deux pays dans un même pays. Et Jérusalem qui devient la capitale internationale, c'est-à-dire la capitale de la Palestine, non plus la capitale de Israël. Donc c'est un peu compliqué cette histoire, c'est vraiment très 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 moche. Ça passe à peine, ou c'est difficile de comprendre cet enjeu géopolitique, mais pourtant très très réel. En tout cas, quand vous regardez même sur les cartes, c'est compliqué d'expliquer comment ce genre, deux peuples peuvent vivre. Avant, ils étaient en harmonie, les Nations Unies avec le partage, là, mais maintenant, deux ennemis qui doivent partager le même territoire, c'est complètement fou. Mais puisque les Juifs étaient minoritaires, ils vont être finalement
aidés par le monde occidental. Les États-Unis vont s'impliquer totalement pour armer suffisamment Israël afin qu'Israël arrive à se défendre. Mais maintenant, les sionistes qui étaient en Europe, eux, ils n'étaient pas la colonie occidentale par ricochet, enfin, on va dire comme ça, c'était pas une colonie occidentale. Et donc, eux, ils n'avaient pas de territoire parce que Israël, les Juifs, ou bien les Juifs qui étaient en Palestine, c'est eux qui ont pris, on va dire, l'État d'Israël et tout. Mais maintenant, quand les sionistes sont allés en Israël, ils sont allés occuper, ils sont allés s'implanter dans la partie palestinienne, violant ainsi le droit international. Ils ont violé volontairement le droit international et l'Occident a fermé les yeux. Pourquoi l'Occident a agi ainsi en armant Israël et en fermant les yeux? C'est qu'on va dire ici, c'est un petit peu dans la logique de la culpabilité après le grand massacre et tout ce qu'ils ont fait subir au peuple juif. Donc, ils ne voulaient pas que, voilà, c'était un peuple fragile et tout, il y a la culpabilité, il y a aussi des enjeux géopolitiques entre l'Union soviétique et les États-Unis. Bon, d'accord, on va essayer d'aider. Et là, c'est quand l'Union soviétique et les États-Unis étaient encore relativement, on va dire, un petit peu amis, mais après, quand la guerre froide éclate, ce sont les États-Unis seuls et le monde occidental qui défendent Israël contre ses potentiels ennemis. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que Israël, quoique minoritaire, les Juifs, quoique minoritaires, vont être suffisamment équipés, outillés, pour être beaucoup plus puissants que les peuples arabes. En tout cas, Israël va être beaucoup plus puissant. Comme vous pouvez regarder sur la carte l'évolution de la domination d'Israël par rapport à la Palestine. Avant, c'était des territoires qui étaient bien tracés et tout, mais après, et à l'heure actuelle, je peux vous dire clairement que la Palestine est en train de disparaître parce que actuellement, Israël serait en train d'exercer l'influence jusqu'à plus de 80% du territoire qui était donné au peuple arabe. Plus de 80%. Donc la Palestine contrôle des petites zones. Donc cette grande partie qui s'appellerait la Palestine. La Palestine exerce son influence sur des petits territoires, des petites poches, des petits points, dont la bande de Gaza, sur laquelle d'ailleurs Israël et la Palestine n'exercent pas totalement son influence. C'est compliqué, c'est un peu dans ce tournant-là, la Palestine, où le peuple arabe cherche depuis cet instant à récupérer ces terres. Non seulement récupérer ces frontières qui lui étaient données dans le partage en 1949 par les Nations Unies, mais là, le peuple arabe veut récupérer toute la Palestine. C'est ça qui pose problème. Et les Occidentaux ne sont pas d'accord. Les Juifs non plus ne sont pas d'accord. Ce conflit, il est là. Avant de parler des faits, le conflit, il est là. C'est qu'Israël est devenu très puissant. Ils sont devenus extrêmement puissants, les Juifs, avec l'une des armées les plus puissantes au monde d'ailleurs, armées, outillées par le monde occidental, et qui ont réussi à exercer l'influence sur le peuple arabe, qui est malheureusement à cette époque, bien, peut-être c'est tout récemment qu'ils sont un petit peu équipés, mais c'est vraiment, ils se battent comme des guerriers. Le monde arabe, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde, la vie du monde arabe, c'est pas un peuple qui est aussi trop uni, on va dire. Parce que dans cette zone déjà, il y a beaucoup d'Arabes qui se disputent pour des territoires, pour de ceci, pour de cela. Et donc, ils ne luttent pas, ils ne combattent pas de manière coordonnée. Et ils ont presque à chaque fois le défaite. Israël ne cesse de s'agrandir pour que finalement, en 2018, c'est Donald Trump qui va reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Jérusalem, c'était une ville internationale qui était à la fois juive et arabe. Donc les deux peuples y cohabitaient. Donc Jérusalem, c'est même une ville symbolique où les trois grandes religions au monde s'entremêlent. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et d'ailleurs, pour les Arabes, Jérusalem, c'est l'un de trois lieux sacrés. Ouais. L'un de trois lieux sacrés. Donc dans l'islam, il y a la Mecque, la Médie et Jérusalem.
qui sont les 3 lieux les plus sacrés pour les musulmans. Comment accepter cette ville aussi symbolique pour les musulmans qui soit donnée officiellement aux juifs? Les conflits, Allah, il a encore pris une autre dimension, ne cesse de s'agrandir. Et puisque Donald Trump l'a fait, il y a beaucoup de pays qui l'ont suivi, notamment l'Australie. Ils sont allés jusqu'à déplacer leurs ambassades de Tel Aviv et ramener ça à Jérusalem. Ce qui a confirmé que Jérusalem est une ville juive. Alors ça, c'est encore attiser le problème du côté du peuple arabe. Le peuple arabe n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais ils ne sont pas assez forts pour s'imposer sur Israël. Et donc, c'est dans cette petite logique, puisque le gouvernement palestinien n'a pas une armée aussi forte pour déloger Israël dans les frontières qui lui étaient données en 1949, le peuple commence à s'organiser de différentes manières. Il faut dire aussi que les Arabes, c'est vraiment un peuple qui à un moment n'accepte pas de telle domination, des gens qui sont prêts dans l'islam à donner leur vie s'il faut défendre une bonne cause. Parce que la guerre des terres, c'est une cause noble. Et donc, dans cette zone-là, il y a beaucoup de guerriers, il y a beaucoup de groupes de résistance, qu'on appelle ici le groupe de résistance, on va dire, qui essayent un peu de sortir la tête pour revendiquer la grande Palestine. Alors, je vais vous parler aussi un peu de Gaza. Là où s'est passée cette attaque, on va dire l'attaque meurtrière. Gaza, c'est la principale ville de ce qu'on appelle la bande de Gaza. La bande de Gaza, dont la composition de partage des Nations Unies, est normalement sous l'influence de la domination politique palestinienne. C'est une zone qui est sous l'influence politique palestinienne. Mais sauf que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Dans tous les cas, on va le dire. Et donc, Gaza, la bande de Gaza, notamment la Cisjordanie, ce sont des territoires qui sont jusqu'à ce jour revendiqués par la Palestine. Pourquoi revendiqués par la Palestine? Eh bien, Gaza, c'est la principale ville où un groupe palestinien, mais un groupe de résistance, exerce depuis 2007 son influence, son autorité. Ce groupe, c'est ce qu'on appelle les Hamas. Voilà. Donc les Hamas, c'était un groupe islamique de résistance qui a pour objectif de revendiquer les territoires palestiniens. Donc le but reste le même, comme beaucoup de groupes islamiques de résistance qui essaient de revendiquer la Palestine, les terres des Arabes. Il y en a plein dans cette zone des groupes arabes qui revendiquent, qui sont armés par certaines puissances également, enfin par d'autres pays arabes qui essayent de revendiquer la totalité, ou du moins la partie qui a été prise par Israël depuis 1949. Et donc les Hamas, dans l'acronyme, c'est l'acronyme partiel, je ne sais pas si je vais bien prononcer, c'est Harakat al-Mukawama al-Islamiyya. Donc, ne m'en tenez pas rigueur, c'est un terme probablement arabe, moi je ne sais pas bien le prononcer, mais c'est un mouvement islamique qui domine, qui exerce son influence sur Gaza, sur la ville de Gaza. Et ce mouvement, il est palestinien, ce sont des Arabes. Et ce mouvement a une branche politique. Ils organisent même des élections. C'est fou, mais c'est comme ça. Ils organisent même des élections. Ils se disent qu'ils sont légitimes pour gouverner un pays. Bon, voilà. C'est comme aussi les talibans en Afghanistan. C'est un peu... C'est leur logique, c'est leur façon de vivre, de revendiquer quelque chose, de se battre pour ce qu'ils appellent leur terre. Ou, voilà, ils trouvent que le gouvernement en place n'est pas assez fort, n'est pas assez compétent pour reprendre les terres qui sont propres aux Arabes. Et malheureusement, ce groupe est considéré par le monde occidental, notamment les États-Unis, comme terroriste. C'est un groupe terroriste qu'il faut combattre. Et c'est pour ça que, voilà, Israël et le monde arabe se livrent une bataille sans merci, une bataille sans limite. Mais jusqu'ici, toujours en faveur
en faveur d'Israël. Israël est très très fort. Sa force dépend en grande partie de la puissance de la domination occidentale qui ne cesse d'armer ces pays. Et la Russie, malheureusement, ne sait pas intervenir contre Israël, surtout par le lien qui les lie, parce que je vous ai dit tout au début que la Russie était le premier pays où l'Union soviétique était le premier à aller aider Israël à avoir son indépendance. Donc la Russie a joué un rôle important dans la prise d'indépendance de beaucoup de pays dans le monde. Alors, revenons maintenant sur l'attaque. J'aimerais qu'on puisse aussi prendre le temps de revoir l'attaque et tout, parce que ça se dit dans tous les sens sur les médias sociaux, et tout le monde est libre d'exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il lui a dit, selon ce qu'il a écouté. Mais cette petite histoire nous montre déjà dans quelle posture nous nous trouvons. Israël, bande de Gaza et tout ça, les Arabes, ils se livrent une bataille sans merci, et ce depuis plusieurs années. Et ici, le 7 octobre de cette année, ici, il n'y a pas très longtemps, le Hamas, donc le groupe islamique, décide d'attaquer vers le sud d'Israël. Ils traversent la frontière, boum, ils sont en Israël et ils lancent des attaques terrestres, attaques aériennes, attaques des troupes qui sont entrées dans Israël pour frapper. Ils ont frappé sur les civils comme sur les militaires. Ceux qui étaient là, ils ont payé fort. Et là, cette opération, ils appellent ça déluge d'Al-Aqsa. C'est comme ça qu'ils nomment cette attaque. Ils ne sont pas entrés seuls, ils sont aidés par d'autres groupes, notamment le Jihad islamique palestinien, JIP. Il y a aussi le Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, mais également le Front démocratique pour la libération de la Palestine, FDLP. Donc on comprend déjà qu'ici, que tous les groupes qui viennent donner un coup de main à Hamas, c'est pour revendiquer la libération de la Palestine. La cause reste la même, c'est que Israël doit libérer les territoires palestiniens. C'est un peu dans cette logique-là. Donc, il se prépare, dans cette zone-là, il se prépare beaucoup de mouvements, beaucoup d'opérations dans le but de récupérer cette partie qui, pour les Juifs, pour les Arabes, c'est leur terre. Et c'est donc dans cette logique aussi que les États-Unis sont beaucoup plus présents dans cette zone. Ils se livrent des guerres sans merci et beaucoup de gens meurent. Le bilan de cette attaque-là, du 7 octobre, fait plus de 1300 morts côté israélien, civils comme militaires, selon les informations que moi j'ai réussi à avoir. 1300 morts. Et c'est l'attaque la plus meurtrière du côté israélien depuis son indépendance en 1948. Ça fait beaucoup de morts, hein? Beaucoup de morts. Est-ce qu'on peut encourager cette attaque-là? Je ne l'encourage pas. Beaucoup de gens sont morts. C'est pas bien. Et non seulement il y a eu de morts, il y a eu plus ou moins 200 000 déplacés. Des gens qui ont fui, c'est logique, c'est normal. C'est la débandade et tout ça, voilà. Donc, alors là, lorsque cette attaque a eu lieu, Israël va riposter. Israël va riposter, la guerre est déclarée, bam! Ils vont riposter avec ce qu'ils vont appeler l'opération, eux ils vont appeler ça l'opération épée de fer. Ils vont riposter, et dans leur riposte, malheureusement, il va y avoir, jusqu'à maintenant, les chiffres peuvent changer d'un jour à l'autre, ça dépend de quel contexte, dans quel contexte on se retrouve, ça dépend de quels médias nous donnent les infos, mais en tout cas les infos que j'ai récoltées aujourd'hui, on est à plus de 4000 morts du côté palestinien, du côté du Hamas, du côté arabe, 4000 morts, civils comme militaires, et à plus de 1 500 000 civils qui sont déplacés. Alors la riposte, elle a été beaucoup plus intense. Comme dans le principe des Américains, vous tuez un chez nous, nous en tuons 10 chez vous. Donc Israël riposte. Et on voit la riposte israélienne, elle va aller dans tous les sens, des attaques terrestres, des attaques
des missiles ou, je sais pas moi, des attaques aériennes, ils vont aller plus vite. Et selon les dernières informations, c'est qu'Israël sera en train de préparer une offensive. Parce que pour Israël, ce n'est pas suffisant ça. Il faut donner une bonne correction à ces groupes de résistance Hamas. On ne tue pas séquestrant. Si Israël va complètement décider de prendre Gaza sous son contrôle, nous l'ignorons. Et cela a nécessité même le déplacement de Joe Biden qui s'est retrouvé en Israël pour aller présenter ses condoléances. Moi, j'ai présenté les contextes, les infos que j'ai eues, ce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ce que j'ai regardé et j'ai suivi à la télé et tout. Mais je me permets quand même de faire aussi un petit commentaire selon mon analyse et mon analyse. Ça n'engage que moi. Je trouve ici, avant de condamner tel État ou tel autre État, l'histoire, elle est déjà assez complexe ici. Qui a le droit de rester dans cette zone? Parce que les Juifs disent que ce pays leur a été donné par Dieu. C'est la terre qui leur appartient. Les Arabes disent aussi qu'avant 1900 et tout, c'est eux, c'est leur terre. Ils étaient majoritaires, ils ont toléré la présence des Juifs. Dans tous les deux camps, l'un accuse l'autre, l'autre également accuse l'autre et tout, ça va dans tous les sens. Mais une chose est sûre ici, une chose est sûre, il se passe des bouleversements dans le monde et il faut avoir un œil attentif pour comprendre où on va. Les bouleversements vont être intenses, mais vraiment prononcés. Dans ce conflit, nous allons assister à quelque chose de très étrange. Qu'est-ce que nous allons assister? Qu'est-ce que nous allons vivre? L'Occident, notamment les États-Unis, soutient Israël pour potentiellement deux raisons. La première raison, c'est que c'est pour cacher sa culpabilité. Il y a eu des accords qui ont été signés et tout ça pour aider Israël. Donc le monde occidental se sent un peu coupable du massacre qui s'était organisé sur le continent européen. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans la quête ou le projet qu'on va appeler le rêve américain de la mondialisation, Israël est un monde démocratique au milieu du monde arabe qui est considéré comme un monde un petit peu dictatorial, on va dire ça comme ça. C'est que l'Occident est représenté au Moyen-Orient par Israël. Pour dire, si Israël peut arriver à mettre en place le système, la démocratie, ce que les autres pays peuvent aussi le faire. C'était un peu dans cette logique que l'Occident se dit, si nous perdons Israël, c'est que le rêve démocratique dans cette zone du pays, dans cette zone du monde, est complètement anéanti. C'est un échec que l'Occident ne peut pas se le permettre. Parce que le monde occidental veut que la démocratie se passe comme ici, partout dans le monde. Et au Moyen-Orient, les Arabes disent, mais nous, ici non, on a nos valeurs, on a notre façon de vivre et tout. Ils disent, tiens, il y a Israël qui est juste au milieu de vous, pourtant ça semble bien marcher. C'est un peu, on va parler un petit peu de la Corée du Sud aussi, on peut parler du Japon, on peut parler également de Taïwan. Bon, ça c'est un élément important qu'il faut retenir. Mais qu'est-ce qui risque de se passer dans le jour ou les années à venir? C'est qu'avec l'effritement du pouvoir occidental, le pouvoir occidental est en train de s'effriter à un point. Le monde occidental est en train de s'effondrer. Le pouvoir occidental est en train de s'effondrer à vue d'œil. Ce qui va se passer, c'est que dès que le monde occidental va être débordé par tout ce problème, tous ces enjeux, pour ne serait-ce que conserver sa puissance, conserver son autonomie, Israël va être envahi. Israël sera envahi de la pire des manières. De la pire des manières. Parce que ce groupe de résistance sont soutenus par d'autres pays arabes. Il y a beaucoup de pays arabes qui sont derrière et qui sont prêts à mettre de moyens en jeu pour armer, équiper suffisamment le Hamas ou les autres groupes ici que je viens de citer. Ce n'est pas une attaque qui peut être réfléchie sur un petit groupe et tout, mettre en place par... Non.
Israël est un pays suffisamment équipé avec des satellites sophistiqués qui peuvent prédire à la minute près qu'il y a une attaque qui se prépare contre Israël. Mais comment ils n'ont pu rien vu venir? C'est que les Hamas, c'est aussi des gens qui sont suffisamment équipés. Il s'agit d'un groupe de résistance. Mais face à la puissance israélienne, ça ne peut pas faire le poids. Mais s'ils tiennent, c'est qu'ils sont lourdement équipés, lourdement informés. Et ce qui craint, ce que nous craignons ici, c'est que si le pouvoir occidental s'effondre, c'est qu'Israël finira par être envahi. Israël finira par être envahi. La Palestine va réclamer ses droits. Non seulement la Palestine ici, il faut retenir que ce sera le monde arabe, les Arabes qui vont réclamer de repeupler Israël pour que cette zone soit une zone arabe, comme c'est dans leur sol. Et nous ignorons le sort des Juifs, ça sera quel sort? Vont-ils venir habiter en Europe? Les enjeux de demain nous le diront. Mais c'est ça ma peur, c'est ça mon analyse. Jusqu'à maintenant, Israël tient, parce qu'il y a les soutiens des Américains, les soutiens des Français, les soutiens des Anglais, tous les soutiennent. C'est comme ça que même quand Biden est allé, il n'est pas allé voir le peuple arabe pour leur souhaiter présenter ses condoléances. Il était chez son ami israélien pour dire ouais, Israël est en droit de se défendre. D'abord, on a refusé, on commençait à nier certaines attaques, notamment l'attaque sur l'hôpital qui a fait plus de 500 morts en un seul tir. Mais Biden est dans l'obligation de soutenir Israël. L'Occident est dans l'obligation de soutenir Israël. Mais si l'Occident perd son pouvoir, perd sa domination, quel sera le sort d'Israël? Israël va être envahi, c'est sûr. Et ici, je veux voir aussi la réaction de Poutine quand il était en Chine. Il se moque de Joe Biden, il se moque des Occidentaux. Nous sommes en phase ici des 2 poids 2 mesures. Si la Russie est traitée et qualifiée de crime de guerre pour ce que la Russie a fait sur l'Ukraine, et donc ça aussi doit être considéré comme des crimes de guerre parce que ce sont les civils qui ont été tués. C'est plus des civils qui ont été tués. Les missiles qui ont été lancés de part et d'autre n'avaient pas pour seule cible les cibles militaires. Les Hamas a frappé sur des civils, les civils sont morts. Israël a aussi frappé, il y a aussi des civils qui sont morts. L'hôpital, par exemple, ce n'est pas une cible militaire. Est-ce que l'Amnesty internationale va aussi traiter ces actes comme de crimes de guerre? Si tel est le cas, c'est que les Hamas vont être condamnés. Les Hamas, déjà, ce n'est pas un pays ou un pouvoir qui est représenté au niveau des Nations Unies. Donc la Palestine va être condamnée. Israël également va être condamné. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Point d'interrogation. Mais je suis quand même content parce que les Nations Unies ont condamné cet acte. Mais on est juste ici dans la condamnation. Est-ce qu'il y a des actions qui vont suivre après? Est-ce qu'il y a des poursuites, des enquêtes qui vont être annoncées pour voir rétablir les responsabilités? Et dans quelle mesure les civils sont en train d'être tués dans cette zone-là? Ils se montrent les muscles, mais pas sur les populations civiles. C'est bizarre. La Russie clame. Poutine est en train de clamer, il va dire, mais on va voir ce qui va se passer là-bas. Si les Américains vont avoir le courage de dire, ah ouais, mon ami Israël, ça c'est des crimes de guerre et tout. Si l'Occident va avoir le courage de dire à Israël, ah non, on est tapé sur les civils, non, ça se fait pas. Ça se fait pas, taper sur les civils, ça se fait pas. Est-ce que l'Occident va dire ça? Poutine attend. Et Poutine sait pertinemment que ça ne sera pas dit. Et donc, si ce n'est pas dit sur Israël, il n'y a aucune raison que ça soit dit sur la Russie. Bon, bref, on ne va pas faire la comparaison entre les deux conflits. Mais en tout cas, il y a des enjeux géopolitiques de grande envergure qui sont en train de se passer là. Et là, Israël est en train de préparer son offensive. Contre qui et pourquoi? Il faut dire qu'Israël est suffisamment armé, suffisamment équipé. Si Israël se lance sur Gaza, d'ailleurs, ici peut-être pour rappel ou pour info, si Israël n'attaque pas ou ne prend pas sous son contrôle Gaza, c'est parce qu'Israël essaie de respecter les accords qui s'étaient passés, notamment avec l'Égypte et tout, sur la bande de Gaza. Mais sinon, Israël serait déjà pris contrôle de la bande de Gaza il y a très très longtemps. Mais est-ce que cette nouvelle attaque va faire qu'Israël puisse zapper les accords qu'il avait passés avec l'Égypte pour attaquer la bande de Gaza et la prendre complètement?
nous ignorons cela. Et l'avenir très proche nous en dira un peu plus. Je suis très fier et très content de vous avoir présenté des éléments selon mon appréhension, selon l'histoire, selon ce que moi je comprends. Et je ne vous empêcherai pas d'avoir votre propre opinion, de se faire votre petite idée, mais dans tout ça, retenons que tirer sur des civils reste un crime de guerre. Ça doit être condamné, que ce soit du côté de Hamas, que ce soit du côté d'Israël. Ce sont des crimes de guerre et les responsables doivent être poursuivis par la communauté internationale, par le droit international. Ça, c'est clair. Mais on verra si c'est comme ça que ça va se passer. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. J'ai dit quelque chose qui ne vous a peut-être pas plu. J'ai dit quelque chose qui n'a pas été vérifié. Vous avez une autre information sur ça. Ne m'en tenez pas rigueur. Chacun détient un bout de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et peut-être dans nos prochaines éditions, nous reviendrons avec d'autres détails, d'autres précisions pour rectifier ce qui a été dit aujourd'hui. Pourquoi pas? Et donc, nous sommes dans la démocratisation de l'information. Et dans vos commentaires, je pourrais peut-être en tirer d'autres remarques. Merci et à très bientôt. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.